Salut l'équipe, vous le savez, sur First Team, quand la saison NBA est terminée, on adore recevoir nos Frenchies qui ont joué overseas, comme on dit. Et cette semaine, on reçoit Petr Corneli. Comment ça va ? Alors Peter, c'est ma première question. Bienvenue d'abord sur le plateau de First Team. La première question qu'on a envie de se poser, parce qu'en préparant cette interview, on s'est dit, est-ce que c'est Petr ou Peter ? On veut enfin la réponse officielle de l'intéressé. Écoute, autant bien commencer cette interview. Oui, tu commences bien. On va dire Peter, parce que tout le monde m'appelle Peter. Après, la question déjà, c'est pourquoi ça s'écrit comme ça, parce que c'est la question que tout le monde pose. Tout simplement parce que ma mère est tchèque. Et donc, en République tchèque, ça s'écrit comme ça. Et donc voilà. Donc, et ça dépend où tu habites, du coup, en fait. Et jusqu'à preuve du contraire, tu habites en France. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins. C'est en ce moment, je parle. Ouais. On va y revenir d'ailleurs. Donc, la version officielle, c'est Peter. Donc, toute cette interview, je vais t'appeler Peter. J'aimais bien Petr. Moi, ça donnait un petit côté. Ça me faisait penser à Petr Sech. Bon, bref. Comment ça va ? Bah, ça va très bien. J'ai une autre question pour commencer. Comment vont tes chiens ? Ça va très bien. Ils vont très bien. Alors, je pose cette question, j'ai expliqué aux gens qui nous regardent, parce que tu sais que tu as joué à Levallois. Ouais. Tu avais l'immeuble en face de Webedia, ils ont croisé souvent en train de promener tes chiens. Ça nous est arrivé de discuter tranquille comme ça. Ouais. Donc, je prends un peu des news des animaux. Ils vont bien, un peu moins bien là, parce qu'il fait très très chaud et ils aiment pas trop ça, mais ça va. Bon, et toi, comment ça va alors, après avoir vécu une dernière année plutôt riche en événements ? Ça, c'est clair. Ça va très bien. Voilà, beaucoup d'expérience engrangée sur les derniers mois et la dernière année en général. Donc c'est cool. Et non, ça fait plaisir d'être de retour un petit peu en France pendant l'été, avant de savoir sur quoi on va repartir. Alors, on va revenir un petit peu sur cette dernière année, qui a été peut-être l'une des années les plus importantes de ta carrière. Tu as fait les Jeux Olympiques, tu es vice-champion olympique. Ouais. Derrière, tu repars aux États-Unis, tu fais de la G-League, ouais. Tu fais tes grands débuts en NBA, ouais. Avec les Denver Nuggets, ça dure que 13 matchs, tu repars en G-League et te revoici aujourd'hui en France. Tu as été drafté en 2016, au deuxième tour, 53e, et tu fais tes grands débuts en NBA 6 ans plus tard. Ouais. Est-ce que tu y croyais encore ? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, ça fait 6 ans, j'ai été drafté, mais finalement, le wagon est passé. Est-ce qu'on se dit ça ? Non, enfin... Oui et non, c'est-à-dire qu'en gros, je suis arrivé dans ma deuxième saison à Pau, vraiment, ou je dirais même déjà dans la première, mais la deuxième, je dirais, j'ai réussi à appliquer ce à quoi je pensais dans la première, où je commençais à me dire, bah voilà, c'est le moment ou jamais, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu commences à être cette image un petit peu du prospect, tu vois, qui est plus trop un prospect finalement. Donc voilà, comme tu dis, où le wagon est passé, etc., etc. Et ma carrière, c'est un petit peu ce qu'elle faisait, et j'ai, je pense, réussi à mettre les choses en place pour... me dire que si j'y crois et que je mets les choses qu'il faut en place, je pourrais y arriver. Et je suppose que c'est ce que j'ai fait. Et donc voilà, ça a marché. Et je pense que c'est presque, entre guillemets, jamais trop tard. Voilà. Antoine Rigaudot est d'accord avec toi. Après, c'est de plus en plus difficile, ça c'est sûr. Au plus on attend, au plus c'est compliqué ? Bah oui, au plus il faut prouver, tu vois. On te prend plus... L'aspect potentiel rentre beaucoup moins en compte. Bah c'est ça, en fait, quand t'es jeune, tu vois, on se dit, bon bah voilà, peut-être qu'il peut progresser, nous amener plus, etc. Par la suite, que là, bah si tu veux y aller, en fait, il faut que tu prouves maintenant, en fait. Est-ce que pendant ces 6 années-là, t'as gardé des contacts directs avec la franchise ? Ouais, alors c'est la grande chance que j'ai eue, enfin, je suppose, parce que je pense que c'est pas comme ça pour tous les joueurs, mais moi j'avais beaucoup de contacts avec le GM, notamment le GM, donc Tim Conley, qui est plus là-bas maintenant, mais voilà, j'étais pas mal en contact avec lui par message. À chaque fois, je lui demandais voilà ce que je pouvais faire, qu'est-ce qui me manquait finalement pour passer de l'autre côté. Et lui me suivait aussi beaucoup. Alors je sais pas s'il regardait tous les matchs, mais il avait tendance à m'envoyer un message quand je faisais des bons matchs, etc. Donc je pense qu'au moins il surveillait les stats. Et donc ça c'était cool, ouais, ça c'était bien. Et donc 6 ans après, t'as fait tes débuts donc en NBA. Comment c'est un petit peu à 27 ans ? J'imagine qu'on est plus un jeune comme quand on a 19-20 ans, où la plupart ont commencé leur carrière NBA. Comment c'est quand on commence une carrière NBA à 27 ans, à un âge comme ça, adulte ? Je dirais que ce qui est particulier, en fait, c'est que t'as pas de temps. T'as pas de temps parce que t'as déjà 27 ans et comme dit, tu vois, moi j'avais signé 1 an. Donc en plus j'étais entouré. Donc voilà, en gros, faut prouver là, maintenant, tout de suite. Tu vois, t'as pas ce 2, 3, 4 ans de contrat rookie où voilà, t'as le temps entre guillemets de prendre tes marques, le temps de t'habituer au rythme NBA, le temps de progresser, etc., etc. Donc c'est plus stressant, c'est aussi plus demandeur en énergie et en concentration sur ce que tu dois faire et ce que tu dois faire là maintenant pour donner des résultats. Donc c'est pas facile,
Mais, On t'a dit, toi, quand t'es arrivé, on attend ça de toi, on veut ça de toi? non, pas spécialement. Tu vois, c'est ça qui était un peu dommage, c'est que je pense que je suis tombé un peu dans un truc où le front office voulait, me voulait et voulait voir ce que ça pouvait donner parce qu'il voyait que j'étais sur une bonne dynamique et que, bah, je pense que pour eux, ils voyaient que je pouvais encore progresser en fait, tu vois. Mais bah, tout ce qui est staff technique, etc., tu vois, enfin surtout le coach, entre guillemets, eux, ils avaient leur objectif, qui était bah, un titre forcément, ou en tout cas arriver le plus loin possible en playoff. Et du coup, ils avaient déjà leur truc, c'était fixé, voilà, c'était... Ils n'allaient pas emmener quelqu'un d'autre vraiment ou rajouter d'autres joueurs dans ce cadre-là, enfin, ou en tout cas, j'étais pas moi prévu dans ce cadre-là, donc c'est vrai que ça, c'était pas facile. Arrête-moi si je me trompe, j'imagine que tu es forcément content d'avoir porté un maillot NBA, d'avoir joué 13 matchs, mais en même temps, je te sens un peu frustré parce que tu n'as pas eu vraiment l'occasion de t'exprimer. Ouais, bah, on est forcément frustré, voilà, mais je suis pas déçu, je suis très content d'avoir eu cette expérience. Maintenant, je voudrais pas faire exactement la même chose. Je voudrais pas repartir sur un two-way, par exemple, tu vois, parce que bah, je pense que à ce moment-là de ma carrière, je peux faire autre chose. Maintenant, j'ai eu la sensation d'avoir donné tout ce que je pouvais donner, d'avoir travaillé le maximum que je pouvais travailler, d'avoir fait tout ça. Après, ça n'a pas marché en NBA, en tout cas pour cette saison. Mais voilà, c'était une très très bonne expérience, tu vois. Et pareil, tu vois, je dis ça, mais j'en veux pas au coach de pas avoir fait jouer, tu vois. Enfin, il a fait des choix en fait, tu vois. Donc au bout d'un moment, t'as un roster avec 17 joueurs. Alors, forcément des choix. 17 joueurs, cette année, les Nuggets, sur 17 joueurs, il y en a eu 16 de blessés quand même. Vrai. Tu peux nous parler un petit peu du moment que tu as passé avec cette équipe-là? Donc, on va revenir sur plein de choses, parce que forcément, qui dit Denver Nuggets dit Nikola Jokic, mais dit Michael Porter Jr., dit aussi Jamal Murray. Ouais. Il y a eu un nombre incalculable de blessés cette saison. Comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur, quand tu étais dans l'équipe? Alors c'est là où c'est d'autant plus frustrant, parce que tu dis les blessures, mais il n'y a pas que ça, il y avait aussi le Covid. Parce que je t'explique pas le nombre de joueurs de G qui ont eu des contrats, etc., des 10-day ou des choses comme ça. Il m'avait appelé, moi, pour jouer. Tu m'étonnes, mais c'est à un moment Comme donné... ça, tu t'étonnes. Désolé, mais... à un moment donné, tu vois, j'étais presque à me dire c'est dommage que j'ai un tout, parce que tu vois, j'aurais été juste en G, j'aurais eu un 10-day, et j'aurais peut-être même cumulé plusieurs 10-day, et au final, voilà. Mais j'aurais peut-être eu la chance vraiment de jouer, tu vois. Donc ouais, c'est là où c'est plus frustrant, parce que je pense qu'il y a des moments où j'aurais pu jouer, tu vois. Où il y avait la place de dire, bah, c'est quoi, on teste, tu vois. Parce que t'avais tellement de blessés. Je veux dire, entre Porter Junior qui se pète encore en début de saison et qui est out toute la saison. T'as eu J. Michael Green qui était absent à un moment donné. PJ Dozier qui se pète. Ouais, enfin, t'as eu plein de gars en fait qui étaient absents, tu vois. Donc je me souviens qu'à un moment donné, ouais, on jouait, et on était vraiment pas beaucoup dans l'intérieur, quoi. Comment on a senti quand même cette équipe a eu énormément de résilience autour de Nikola Jokic, parce que quand on perd autant de mecs sur une saison, on a le droit de se dire, surtout en NBA, on se laisse et on va peut-être essayer de chercher un tour de draft. Ça n'a pas été du tout le cas. Non. Ils ont encore réussi, et ça a offert un titre de MVP à Nikola Jokic. Ouais. Ils ont réussi une saison encore complète. Ouais, après, je pense qu'ils sont dans un timing qui est un peu particulier, où, tu vois, les entretiens de début de saison, enfin, comment j'ai senti l'équipe en début de saison, c'était un peu en mode, t'avais presque l'impression que c'était la dernière saison, tu vois, pour faire quelque chose, quoi, tu vois. Où après, il y avoir beaucoup de mouvements, où presque ça passait sur une nouvelle ère, entre guillemets, tu vois. Donc c'était un peu particulier. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont essayé de pousser le truc à fond. Après, avec toutes les blessures, et puis Jamal Murray même qui est pas revenu finalement, bah, c'est compliqué. Hein. Je veux dire, Jokic est tout seul, quoi, tu vois. Alors, c'est un joueur qui est exceptionnel. Mais je veux dire, au bout d'un moment, en NBA, tout seul, c'est difficile, tu vois. Après, voilà, il a eu quand même des bons suppléants et des bons gars à côté. Mais comme je dis, quand t'as Michael Porter Jr. qui est pas là, quand t'as Jamal Murray qui est pas là, toute l'attention est sur Jokic, tu vois. Et tous les ballons, ils passent par lui, tu vois. Tous les ballons, ils passent par lui. Donc c'est très, très compliqué. Tu l'as côtoyé, du coup, à l'entraînement? Ouais. Parle-nous un petit peu, moi j'ai envie là, honnêtement, moi c'est un joueur qui nous fait fantasmer, qui est incroyable. Quand on l'a vu cet été encore récupérer son titre de MVP quand il est à cheval. Ça a l'air d'être c'est un joueur unique, mais ça a l'air d'être un personnage aussi unique. Il est comment dans la vie de groupe, à l'entraînement? Alors il est assez introverti, c'est assez marrant, tu vois, il est assez introverti, il fait ses trucs et il est vraiment dans son truc. Après c'est un mec qui travaille beaucoup. Vraiment, et ça, je vais pas dire que j'étais étonné ou quoi, mais j'étais agréablement surpris. Parce que tu vois que le mec, il envoie des stats, etc., tu vois, qu'il est bon. Mais putain, le gars, il taffe comme un malade, hein. Enfin, sincèrement. Hein. Et moi, ce qui m'a marqué, c'était les premiers entraînements, je pense, c'était même avant le training camp. Tu vois, je regardais Denver, j'ai regardé Denver vraiment toute la saison précédente, là, avant d'y aller. Quand j'étais à Pau, je regardais tous les matchs.
à chaque fois le matin, à mon petit-déj, je regardais les matchs. Et je me disais, mais comment ils passent tous ces joueurs, tu vois? Parce qu'il paraît lent, tu vois. Tu sais, tu le vois jouer, tu te dis, bon, ça paraît lent, tu vois. Et tu te dis, mais comment ils passent, tu vois? Tu te dis, c'est pas possible, ces joueurs-là, tu vois, c'est des bons joueurs, il y a des mecs, vraiment des bons défenseurs. Et tu les vois, ils passent, à chaque fois. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Et premier entraînement, du coup, que je fais avec lui, donc on fait des scrimmages, des matchs comme ça, je défends sur lui. Ah bah, j'ai compris. Alors, qu'est-ce que tu as compris, justement? Bah, en fait, il a un premier pas, il a un changement de rythme qui est assez rapide, finalement. Et il est pas si lent que ça, déjà. Et puis surtout, en fait, il est très bon pour te mettre dans son dos et il a un contrôle de son body qui est incroyable. Vraiment, qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il est capable de donner, allez, à 95% du temps, la bonne réponse à la défense que tu vas lui proposer. Tu vois. Alors, Par la passe, le tir c'est ça. Que ce soit par la passe, le tir ou driver, tu vois. Et le seul truc, sincèrement, que tu peux faire, d'une certaine façon, c'est te dire, bon, soit tu le bourrines et vraiment tu le fais sortir de son match, tu vois. Mais bon, c'est pas. C'est un pas péteur facile. de plomb ou c'est une. Ah ouais, il peut péter les plombs. Regarde Même à l'entraînement tu t'entraînes pas en NBA. Donc bon, voilà. Mais tu regardes ces duels avec Karl Anthony Towns, tu vois, les mecs qui se tapent dessus, c'est trop marrant, tu vois. Et il peut péter les plombs. Mais bon, ça veut pas dire qu'il va sortir de son match, tu vois, mais il peut. Et sinon, tu le laisses shooter, tu vois. Et tu t'espères qu'il va pas avoir une adresse phénoménale à 3 points, quoi. Ouais, faut prier fort alors. Hein. Ouais, ce qu'il peut avoir, tu vois. Mais parce que sinon, en fait, si tu commences à défendre proche, le gars, il te met dans son dos et tu repasses plus jamais devant, quoi. Il est super large les épaules, il est quand même grand, il a quand même des longs bras, il est lourd. Tu repasses jamais devant, en fait, tu vois. Tu disais qu'il était introverti au sein de l'équipe, et pourtant on a l'impression que c'est l'âme et le leader de cette équipe-là. Ça veut dire que c'est un leader, il y a un go-to-guy uniquement par l'exemple, par le jeu. Ouais, franchement. Il prend la parole ou... Bah, un peu, tu vois, parce que je pense qu'à un moment donné, t'es forcé. Mais il y a quand même encore une certaine barrière de la langue aussi, tu vois. Même s'il parle très très bien anglais, il n'y a pas de problème. Hein. Mais tu vois, c'est pas le mec le plus à l'aise non plus. Voilà, tu vois, c'est. Quand t'es dans le truc, tu vois, et que tu veux parler rapidement, que tu veux parler vite, que tu veux envoyer, tu vois, ça peut être plus compliqué, tu vois. Donc, et des fois, je l'ai senti, tu vois. Et ouais, c'est pas un leader vocal comme ça, tu vois. C'est vraiment le mec, en fait, il te montre, tu vois. c'est incroyable, mais et puis il est hyper altruiste sur le terrain, en fait, tu vois. Donc, il implique tout le monde, ouais. C'est ça le truc, tu vois. Il est tellement intelligent, en fait, sur le terrain et le coach le met tellement en valeur, en fait, si tu veux, que de toute façon, t'es obligé de suivre, tu vois. Parce que de toute façon, si tu veux la balle, ça passe par lui. Donc au bout d'un moment. Cette année, il a récupéré son 2e titre de MVP de suite. Il était. C'est mérité. Il se tirait la bourre avec Joel Embiid. Ouais. Toi, tu aurais voté Jokic? Franchement, ouais. Parce que en termes de. Tu vois, il a été là sur toute la saison. Chaque match, le gars, il est presque jamais blessé. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Tu vois, réussir à mettre un tel niveau de stats sur une saison entière, tu vois. Je voyais des fois des premiers cartons, il était presque déjà à 10 points de rebond, tu vois. Je te dis, le premier carton, il est à peine passé. Et pour l'avoir fait, pour avoir tenu ce rythme vite fait, hein, en jig, qui est avec tous ces matchs qui s'enchaînent, etc., et de jouer autant, parce que bon, en NBA, je jouais pas, tu vois, mais en jig, je jouais, il faut le tenir, le rythme, c'est impressionnant. Et le mec, il joue. Et surtout, non seulement il joue, mais il essaie toutes les actions, parce qu'en attaque, il a tous les ballons. Même quand c'est pas lui qui finit, la balle, elle passe par lui. Et en défense, il est en défense sur tous les pics. Parce qu'il défend sur le 5, donc il est en défense sur tous les écrans. Et les mecs, en plus, ils essayent de le mettre dans les écrans. Et le gars, enfin. il a un coffre énorme. C'est incroyable. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte, tu vois. Et là, tu vois, je vois encore des images, tu vois, il court, tu vois. Il court, il envoie les ballons, il part en transition, il pousse la balle, tu vois. C'est pas le mec qui, voilà, va se poser en bas au bloc, demander la balle une fois sur 5 ou quoi, tu vois. Non, c'est le mec qui monte la balle une fois sur 2. Il lance tous les plays, de l'autre côté, il défend sur tous les pics. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que toi, tu as senti, sur la courte période où tu l'as côtoyé, tu as progressé au contact d'un mec comme ça? Sincèrement, c'est difficile, parce que il a tellement un jeu où il fait beaucoup de choses, et moi, c'est pas mon jeu, tu vois. Genre, je vais pas monter la balle, lancer des plays, etc. Tu vois, c'est pas mon jeu. Mais il a... Mais par l'attitude, par le... C'est intéressant. Après... Moi, où j'ai beaucoup appris vis-à-vis de lui, c'est sur sa façon de travailler, en fait, tu vois. Sur sa capacité à travailler, malgré le fait que tu es une saison avec 82 matchs, que tu enchaînes un match tous les 2 jours, que tu joues en play-off, que tu joues 35 minutes par match. Le gars, après le match, il fait muscu, tu vois.
Tu vois, ça, c'est le truc. Je me suis dit, mais attends, c'est incroyable. Je sortais des matchs à Pau où on avait un match par semaine, où je jouais 28 minutes de moyenne, et après le match, j'étais décalqué, et j'étais sur mon vélo comme ça pour faire de la récup, mais c'est tout, quoi, tu vois. Le gars, il sort, il envoie des grosses séances de muscu, etc. Et quand tu parles avec le prépa physique, tu vois, il dit, bah ouais, mais si on fait pas ça là, en fait, tu veux qu'on fasse ça quand, tu vois. T'as pas le temps, en fait. T'es soit veille de match, soit jour de match, en fait. Donc, Un sacré rythme. ouais, C'est bien ce que tu nous dis parce qu'on se rend pas compte. Nous, on voit les matchs, on voit la finalité. On voit pas ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Donc c'est surtout sur le travail, sur comment il travaille, tu vois. Ça, c'était vraiment très, très intéressant. Après, je pense qu'il est très, très... Alors, il travaille beaucoup, mais il est déjà aussi très, 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 très talentueux. Mais vraiment très, très talentueux, tu vois. Je discutais beaucoup avec le prépa physique. Et il me disait, mais les gens ne se rendent pas compte, encore une fois, comment c'est incroyable. La façon dont, déjà, il arrive à bouger avec son corps, etc. Mais il y a des choses, c'est facile pour lui, vraiment, tu vois. Genre, le basket, c'est facile pour lui. Dernière question sur les Nuggets, c'est sur Jokic. L'année prochaine, il devrait être au complet. Est-ce que tu crois que c'est une équipe qui, un jour, peut aller au bout d'une saison? Ouais, il faut qu'il soit au complet. Au complet, évidemment. C'est toujours pareil, il faut qu'il soit au complet. Après, tu vois, moi, je les avais vus sur les playoffs qu'ils avaient fait dans la bulle. Ouais. Ça avait été incroyable, tu vois. Et s'ils arrivent à retrouver justement cette âme-là, tu vois, avec un mec comme Aaron Gordon, tu vois, etc., bah, là, je pense que ça peut faire très mal, tu vois. Mais c'est toujours le même souci. Ils ont l'équipe, ils ont l'effectif pour. Faut que ça tienne, faut pas que ça pète. Maintenant, on sait qu'on le voit ces 10 dernières années. Le facteur blessure, il est archi important. Mais au complet, cette équipe-là, toi, tu te dis un jour, ils peuvent être champions, tu serais pas surpris. Ouais, franchement, ils peuvent. Je pense qu'ils peuvent. Ouais. Je pense qu'ils peuvent parce que, les mecs en plus sont tous jeunes. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que les mecs sont tous jeunes, donc ils vont prendre de l'expérience, ils vont devenir encore meilleurs. Tu vois, ils ont la possibilité encore de progresser pour beaucoup. Tu vois. Tu regardes un mec comme Michael Porter Jr., c'est un enfant encore, tu vois. Tu regardes un mec comme même Jamal Murray, tu vois. Enfin, je veux dire, il a mon âge, il a un an plus jeune, ou 2 ans plus jeune, je sais même plus. Mais les mecs, ils peuvent encore progresser, tu vois. C'est des mecs qui ont 25 ans. Jokic, il a mon âge, 27 ans. L'avenir leur appartient donc. Donc en soi, ouais, s'ils arrivent à rester safe et pas se blesser, bah, je vois pas pourquoi. En plus, ils sont bien coachés. C'est un coach qu'on aime bien, nous, chez First Team, Mike Malone. Ouais, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien aussi, tu vois. Je trouve que c'est bien. Après, il fait. Je l'ai vu que tout faire passer par Jokic parce que Murray était pas là et que Michael Porter Jr. non plus était pas là, même si je trouvais qu'il était moins mis dans les plays que par les années passées, tu vois. Pas sur les saisons précédentes, mais ouais, je pense que j'aime bien. Et puis même le staff, tu vois, je trouve qu'ils ont un bon staff, tu vois, ils sont. Axel Toupane, qui est passé par Denver, nous avait dit du bien. Ah non, je trouve qu'il est bien, sincèrement, tu vois. J'ai rien à dire. La façon de jouer, j'aime beaucoup, tu vois. Toi, t'as fait 13 matchs avec eux, t'as été coupé, et ensuite allé en G-League. On aime bien dire cette expression, froissé la G-League, hein, quand même. 25 matchs, 33 minutes, 17,8 points de moyenne, 10,4 rebonds. C'est pas trop de dire que tu as froissé ce championnat, que tu t'es éclaté en G-League. 10,4 rebonds. Non, 12. Respectez-moi. 10,4. Quoi? 10, ah non, 12,1, on n'a pas les mêmes stats. Ah. Mais pour moi, il valait pas parce qu'il n'allait pas au rebond offensif. Pour moi, il a évolué dans son jeu, le coquin. Donc bref, on te rajoute 2 rebonds. C'est pour la First Team. On a l'impression quand on voit ces stats-là que tu t'es éclaté en G-League. Dans les stats. Après, peut-être que. Ouais. Non, mais quand je vois des stats comme ça, je me dis que c'est un mec qui est bien dans son basket. Ouais. Après, je me suis pas éclaté en G-League. Sincèrement, c'était pas. Encore une fois, c'était une très bonne expérience. Je suis content de l'avoir fait, mais c'est pas le niveau auquel je souhaite jouer, tu vois. C'est clairement pas, tu vois. C'est pas nul. Attention, hein, c'est pas nul. Mais c'est pas ce que tu veux. Mais voilà, tu vois. J'étais agréablement surpris quand je suis arrivé. Parce que je m'attendais à ce que ce soit comme la Summer League, c'est-à-dire un bordel sans nom et tout le bazar et ça shoot dans tous les sens et quand t'es à l'intérieur, t'as pas la balle. C'était pas le cas, tu vois. J'ai eu un super coach, Jason Terry, franchement, c'était génial. Jason Terry ? Ouais. C'était nickel, franchement c'était super. Et puis en plus, ce mec voulait me mettre dans les plays. Alors, le mec, il avait Nowitzki en tête, donc il voulait me faire shooter, etc. Alors que je mettais pas un shoot à 3 points en plus. Mais c'était génial, tu vois. Franchement, c'était super. Mais après, dans le jeu, tu vois, c'est pas aussi structuré que tout ce que tu fais en fait à côté, tu vois. C'est quand même à l'arrache. En fait, c'est même pas tant le jeu, c'est plus ce qu'il y a autour. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire que j'arrête pas de dire ça en fait. Quand on me demande comment ça s'est passé en G-League, je dis le problème en fait, c'est que t'es que avec des joueurs qui ont qu'une envie, c'est se barrer. Tu vois. Donc, sincèrement, gagner un championnat en G-League,
c'est pas forcément l'objectif pour les joueurs, tu vois. Donc tu gagnes, tu perds. J'ai peur qu'on s'en fout, tu vois, parce que les mecs, ils ont envie de gagner, tu vois. Mais c'est pas l'objectif primaire. Et même pour les clubs, hein, ils le disent, hein, l'objectif, c'est pas de gagner, c'est de sortir des joueurs qui vont aller vers la NBA, tu vois. Donc t'as la sensation d'être dans un championnat espoir, quoi. C'est un peu Améliorer. Améliorer, évidemment, tu vois. Oui, je me doute. Mais alors, pourquoi tu pars rentrer en Europe à ce moment-là? Parce que je voulais pousser le truc à fond, tu vois. Parce que je voulais aller au bout de l'expérience. Ça t'a surpris, ça t'a déçu quand t'as été coupé par Pas les Nuggets? spécialement. Après, c'était pas forcément un mauvais plan. Hein. Je jouais pas là-bas. Là, ça m'ouvrait toutes les équipes finalement. Donc, et ça me permettait de jouer. Parce que tu vois, je discutais avec mon agent, il me dit ouais, ok, Denver, ils t'aiment bien. Ils disent que ouais, le front office, hein, que t'es un joueur NBA pour eux, etc. Il y a pas de souci, tu vois. Mais le problème, c'est que t'as pas assez joué en fait, tu vois. Genre, t'as pas assez joué, donc les autres équipes, elles ont aucun repère. Elles voient pas du tout quel est réellement en fait, quel est ton potentiel, quel est ton niveau, etc. Tu vois. À ce niveau-là, je veux dire, tu vois. Donc voilà, donc le choix c'était de dire bon bah tu sais quoi, je vais en G-League, je joue mon truc à fond, et au moins je me dirais que je suis allé jusqu'au bout des choses, tu vois. Et on verra ce qui se passe. Et puis en plus à ce moment-là, il faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de TND qui se signaient encore. C'est vrai. Même si ça commençait à chuter. Mais donc voilà. On est à l'été 2022. Il y a un Euro qui arrive. Ouais. Tu as fait partie du groupe qui était vice-champion olympique. C'est pas rien. C'est pas rien quand tu es dans le groupe. Alors on sait qu'il y avait des absents, que tu as été appelé au dernier moment, mais ça, c'est pas ton problème. On sait qu'il y a Paris 2024 qui arrive. Aujourd'hui, comment tu veux orienter ta carrière? Est-ce que tu veux retenter ta chance NBA ou est-ce que tu veux peut-être trouver une structure plus saine dans laquelle tu auras un rôle et tu sais que tu vas jouer ta saison entière? C'est très très compliqué. Sincèrement, c'est très compliqué. Moi-même, j'ai pas tout à fait la réponse. La NBA, c'est toujours un objectif, ça c'est sûr. Maintenant, la question, c'est comment pour y arriver, tu vois. Parce que l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire, si t'es en G-League, si t'es entoué, si t'es sur des contrats comme ça, le mieux, entre guillemets, que tu vas récupérer, c'est un contrat 14, 15e homme, tu vois, dans une équipe NBA, tu vois, dans un roster. Ça fait loin. T'as plus envie de ça. Quand t'as 27 ans, tu vois, tu commences à te dire, enfin 26, 27 ans là, tu commences à te dire, bon, ouais, ok, mais 14, 15, tu vas pas jouer, tu vois. Tu vas pas jouer, tu vois. Donc voilà. Maintenant, si par exemple t'es en Euroleague, tu fais une grosse saison en Euroleague, là, les contrats, c'est autre chose déjà, tu vois. Les mecs, ils se disent, bon, on peut le prendre si on le fait venir, tu vois. C'est peut-être pour lui donner un 9, 10, tu vois, 10e place dans le roster, tu vois. Des choses comme ça. Voilà, donc maintenant, la question, c'est ouais, quelle façon pour y arriver, tu vois. Donc, sincèrement, je n'ai pas de réponse. Aujourd'hui, tu n'as plus de contrat NBA, tu es libre de tout contrat, ouais. Et tu laisses les choses venir. T'en es où exactement? Comment tu vois ton été? Ouais, je laisse les choses venir. La priorité pour moi, en fait, c'est déjà de préparer mon corps, d'essayer de progresser un maximum pendant l'été encore. Pour une fois, j'ai du temps. Bon, à la fois j'ai du temps et à la fois j'ai pas le temps, mais on va dire que l'été est long. J'ai fini ma saison mi-avril. J'ai jamais eu autant de temps pendant un été. C'est génial, tu vois, je peux travailler à fond, tu vois, donc ça c'est cool. Donc je veux progresser. Ça, c'est le premier objectif de mon été, c'est ça, c'est progresser. Maintenant, pour la saison prochaine, sincèrement, je ne sais pas en fait, tu vois, je reste hyper ouvert à toutes les propositions, quelles que soient les propositions. J'aime bien tout étudier, mais je sais pas. Et comme dit, j'ai l'objectif final. Maintenant, c'est la façon pour y arriver. L'objectif final, c'est la NBA. Ouais. Toujours. Mais j'imagine qu'avec ce que tu as vécu l'été dernier à Tokyo, avec Paris 2024 qui arrive, un Euro, une Coupe du Monde qui arrive, sur un poste 4 où il y a de la concurrence, mais il y a de la place aussi. On va dire, hein, tu joues poste 4, il y a Gershon, Amatembaye, Sekou, qui pour l'instant a disparu, mais qui peut revenir, il est là. Nico Batum, Vincent Collet aime bien aussi le décaler en poste 4. Donc, toi, tu as des discussions aujourd'hui avec Vincent Collet? C'est une vraie question, ça. Je sais pas, tu parles avec les sélecteurs. On sait qu'il parle. C'est pas sa qualité première de parler avec les joueurs. Ça veut pas dire qu'il t'en veut à toi. On sait que des fois, Vincent Collet, il parle pas toujours avec les joueurs. Non, pas trop. C'est pas, c'est pas trop son truc. Après, non, donc c'est pour ça que j'ai pas eu spécialement de discussion avec lui. Enfin, en tout cas, par rapport à ça. Mais non, après, moi, oui, les JO 2024, c'est un objectif aussi, ça c'est sûr. Et pas en 3-3.
Non, pas en 3-3. Non, j'allais dire, parce qu'il y a plein de joueurs qui vont faire du coup les jeux en 3-3. Je voulais faire cette petite blague, mais je t'imagine pas du tout joueur en 3-3 avec les objectifs que tu es en train de me dire. Oui. C'est surtout ça. Pourquoi pas, au final? Je sais pas. Non, pas du tout. Mais, non. Mais voilà, après l'Euro, oui, on verra, je sais pas. Je pense, si tu veux, qu'aller aux JO 2024, ça passe par faire l'Euro et faire les championnats du monde, tu vois. Enfin, la Coupe du Monde, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, il y a de la densité au poste 4, ça c'est sûr, sur les postes 4-5. Maintenant, au bout d'un moment, j'ai pas envie d'avoir ma place comme l'an dernier à chaque fois sur concours de circonstances, un mec qui est blessé, etc., tu vois. Moi, je veux avoir ma place parce que je la mérite, tu vois. Surtout. Je dis pas que je la méritais pas, mais bon, voilà, tu vois. J'ai envie d'avoir ma place quand tout le monde est là, en fait. C'est délicat, ça a été délicat pour toi d'arriver dans ce groupe-là, justement par cette manière-là, avec un blessé, Adrien qui veut pas venir, tout ça, c'est... Un peu, tu vois, surtout que c'était vraiment les premières fois en équipe de France, finalement. C'est donc un petit peu. Après, je sortais d'une saison où j'avais fait vraiment un gros travail. Et quelque part, en fait, je me disais, c'est la récompense de ce travail-là, tu vois. Donc j'avais pas l'impression de pas le mériter, tu vois, non plus. Après, voilà, comme je t'ai dit, l'objectif, c'est d'arriver et d'y être quand tout le monde est là, tu vois. C'est aussi un objectif, tu vois. Ouais, puis ça a permis aux gens de te voir, d'être là, et c'est toujours... peu importe la manière de rentrer, tu sais, au bout d'un moment... Non, mais quelque part, oui, c'est sûr. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite maintenant? Parce que je vois plein d'objectifs, je vois aussi plein d'interrogations. Ouais. Déjà, trouver une équipe la saison prochaine, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Europe. Qu'est-ce qu'on peut... Ah, avant de refermer la parenthèse équipe de France, on parlait de la concurrence. J'ai oublié de poser une question importante. Il y a Joel Embiid qui pourrait faire partie de ce groupe équipe de France, où avais-je la tête? On est là pour faire un peu de buzz aussi. Joel Embiid, ça a fait beaucoup parler, qui est en passe même d'obtenir un passeport français. Tout le monde a donné un petit peu son avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu sais, moi, je suis très concentré sur moi-même, sur ma carrière. Non, écoute, tu veux un peu du Océdar pour te brosser la langue? Non, je suis très partagé. Sincèrement, je suis très partagé. Je comprends la volonté, quelque part, de la Fédé, etc., de faire venir. Lui, pourquoi pas même de venir, tu vois. Après, c'est délicat, tu vois. Il y a d'autres équipes qui le font. Mais est-ce que nous, on a besoin de le faire? C'est pas très culturel. Alors, ça a existé en équipe de France, chez les filles, chez les garçons. On a souvent tendance à l'oublier parce que c'était pas des joueurs comme Joel Embiid. Mais Tariq Kirske, c'est le Crawford Palmer, qui est vice-champion olympique. On a eu comme Gabby Williams, alors, qui est vraiment, pour le coup, binationale. Hein. Mais ça s'est fait déjà en équipe de France. Donc, non, mais ça se fait. Mais là, Embiid, c'est le personnage qui... Ouais, voilà. Et qui est en concurrence avec Rudy Gobert, Vincent Poirier, des mecs qui font le taf de ouf. C'est ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis... Et Mousfal, on l'oublie pas. Est-ce qu'on a besoin, vraiment, d'une... Alors oui, ça fait toujours du bien, Tout le monde a besoin de Joel Embiid. Oui, tout le monde a besoin, mais... Tu vois, ça donne l'impression un peu de choisir la facilité, tu vois. Oh, il est là, vas-y, on le prend, et puis on va choper une médaille avec lui, tu vois. Et puis maintenant, imagine, il a son passeport. Imagine, il a son passeport. Il est disponible. Tu peux pas ne pas le prendre. C'est ça qui est terrible. C'est très compliqué, je te l'accorde, mais on est partagé comme toi. Je veux pas te mettre, évidemment, mais c'est bien d'avoir les avis. Et honnêtement, beaucoup se rejoignent là-dessus. Sur la déontologie, c'est vrai que c'est pas très culturel chez nous, même s'il y a des contre-exemples. Mais au final, s'il est dispo, il faut le prendre. C'est très compliqué. Oui, mais enfin voilà, après, on fait beaucoup d'efforts pour lui donner un passeport, etc. Tu vois, donc, beaucoup d'efforts, j'ai l'impression, ouais. Quelque part, et depuis plusieurs mois. Il faut pas dire, s'il a un passeport, il est là, c'est qu'on ne pas le prendre. Ah non, on a tout fait pour l'avoir. Donc, donc voilà, c'est une volonté, tu vois. C'est plus ça qui me dérange, tu vois. S'il était français, qu'il avait déjà un passeport français, et que tu te dis, il est là, c'est dommage de pas le prendre. Oui, mais là, tu fais vraiment l'effort d'aller le chercher, tu vois. C'est ça, en fait, qui est gênant, tu vois. Alors que tu as déjà une équipe de France qui est en place, qui donne des résultats. Je crois que lui est demandeur aussi. Hein. Oui, sûrement, tu m'étonnes. Sûrement. Mais comme dit, tu vois, au JO 2024, je pense que l'objectif, c'est clairement une médaille d'or, tu vois. C'est sûr. Avec l'équipe qu'on a actuellement, tu vois, ou en tout cas l'équipe, quand je dis qu'on a actuellement, c'est l'équipe élargie, quoi, tu vois. Je comprends, ouais. Là, t'ajoutes carrément une pièce, et c'est pas une petite pièce. C'est un truc où les gens, quand tu vas gagner, ils vont dire, mais forcément, ils ont joué à Embiid. Evan, ça l'emmerde, je pense. je pense aussi. Juste pour finir avec l'équipe de France, quand vous avez perdu face à Team USA, évidemment, le parcours est fantastique, médaille d'argent, mais de ce que j'entends, de ce qui se murmure, c'est dire, dans 3 ans, parce que c'était en 2021, dans 3 ans, à Paris, on les baise.
Ah, et ouais, ouais, c'est l'objectif. Ouais. Ah oui, c'est l'objectif plus. Voilà. J'espère qu'ils vont ramener une vraie équipe en plus. Il n'y a pas de raison. Oui. Ah bah, pas de raison. Ouais, il n'y a pas de raison, tu sais jamais. Hein. On va finir avec toi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup d'objectifs, la NBA, pourquoi pas l'Euroleague, l'équipe de France, un Euro, une Coupe du Monde, les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, tu t'entraînes, tu es libre de tout contrat. J'ai l'impression que finalement, tu peux choisir presque un petit peu ce que tu veux. Ouais, c'est l'avantage. non, ce qu'on peut me sauter, c'est très simple, hein, c'est de travailler un maximum, voilà, d'essayer de devenir le meilleur joueur que je puisse être, et puis après, j'aurai ce que je mérite. Alors si tu veux bosser dur, sache que tous les mercredis à 11h, on est à la Hoops Factory avec Thomas Dufan, Paul Harrer, Thomas Laroukis. Voilà. Okay. Si tu veux venir jouer dur un peu, voilà, n'hésite pas à sortir sur les closades parce que ça je le dis. Ah, moi, je dis ça pour toi. Si tu veux faire, t'as des objectifs, on n'ouvre pas la porte à beaucoup de gens, toi, on peut te l'ouvrir. Pas de souci. Merci, Peter, en tout cas. Pas de souci. Je me suis régalé, j'ai passé un très bon moment. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. De même. Mais tu reviendras quand tu seras champion olympique et avec un contrat à des millions de dollars en NBA. Ah, dans 3 ans seulement. Voilà. Dans 2 ans, alors seulement. C'est ce qu'on te souhaite. Mais, tu me veux pas bientôt. Mais non, comme ça, on a des choses à raconter. Sinon, après, tu fais comme Kevin Séraphin, tu viens toutes les semaines. Mais je pense que tu as d'autres objectifs. Oui. Voilà. Donc tu reviendras dans 3 ans, multimillionnaire, et on aura d'autres discussions, mon ami. Allez, merci Peter, et bon courage, bon été. On te retrouve très rapidement avec l'équipe de France avant sur First Team. Ciao, ciao. Merci à tous l'équipe. À bientôt.